Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. 6 spécialistes de la Covid-19, dont 2 médecins épidémiologistes, renforcent la veille sanitaire, une expertise nécessaire au moment même où le virus est en pleine expansion, notamment sur l'île de Tahiti. C'est un numéro que vous connaissez, le 40 45 50 00, pour obtenir des informations sur le coronavirus. Comment fonctionne-t-il? C'est ce que vous allez découvrir dans quelques instants. Et de leur côté, les syndicats déplorent la gestion sanitaire de la Covid-19 par les autorités du pays. Ils menacent de déposer un préavis de grève générale demain. Pourquoi aller si loin? L'économie du pays pourra-t-elle y faire face? On en parle avec notre invité Patrick Gallnon, secrétaire général de la CST-PFO. Bonsoir. Enfin, on va parler environnement pour terminer avec une société de fabrication de citernes qui se lance dans le recyclage de certains déchets en plastique. Mais d'abord, on ouvre l'actualité avec les chiffres du coronavirus au Fénois. 511 cas positifs. C'est le nouveau bilan de la Covid en Polynésie. 205 en sont guéris. À ce jour, 10 patients sont encore hospitalisés au CHT du Taoné, dont 4 en réanimation. Sachez également que la moyenne d'âge des personnes hospitalisées jusqu'à présent est de 52 ans. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, la commune de Papeete recense à elle seule 59 cas positifs. Il y a également Fa'a et Punaoya qui comptent respectivement 48 et 46 contaminations. Pire, Mahina et Taravos sont aussi à surveiller puisqu'une vingtaine de personnes sont touchées dans ces communes urbaines. Et les différents clusters que l'on a pu identifier sont en grande partie responsables de la propagation du virus. 2 médecins épidémiologistes et 4 infirmières sont arrivés en renfort hier. L'un des médecins, justement, est un des premiers à avoir accueilli en France des cas positifs venant du Wuhan, en Chine. Leur expertise devrait permettre à la veille sanitaire de repérer rapidement les futurs foyers épidémiques. Stéphane Ratino et Jacques Damour. Ils ont une veste blanche. À l'arrière, le nom de leur engagement, réserve sanitaire. Ce nom-là, des milliers de citoyens l'ont déjà vu avec espérance dans d'autres territoires ultramarins, Guyane ou Mayotte par exemple. C'est dire l'importance de l'expérience accumulée par ces professionnels. Ainsi, le docteur Éric Ledru, cet épidémiologiste, a pris en charge des malades venant de Chine. C'était il y a 9 mois. Ce virus a encore bien sûr des zones d'ombre, mais il peut être combattu, c'est une certitude. C'est le bon moment pour identifier les chaînes de transmission et les casser maintenant. Oui. Donc on peut inverser? On l'espère, oui. On va tout faire pour, en lien avec les équipes locales qui sont déjà sur le front. Et on est là aussi pour ces équipes sont sur la brèche et on est là pour les épauler et les renforcer. Modifier la stratégie, pourquoi pas? L'État français a répondu en 1 semaine à la demande du territoire. Ces 6 professionnels savent paramétrer la circulation du virus et ce, de manière parfaite. Ils espèrent le surprendre, le suspendre. Un des points cibles, l'identification des porteurs sains. En fonction de cette expertise, des réécritures de procédures peuvent être envisagées. Trouver de nouvelles pistes également pour mieux combattre le virus. Parce qu'on doit vivre avec le virus maintenant, ça c'est une chose, c'est une donnée. Et on a besoin de cet appui pour mieux combattre le virus. C'est une question aussi d'efficacité dans notre action. Cette équipe sanitaire agira aussi au plus près de la population, avec toujours la même devise, les gestes barrières. Cette logique semble aujourd'hui le meilleur antivirus. Les infirmières pourraient être dépêchées dans les communes au plus près des cas d'infection, déjà identifiés. Je pense que les gens, il faut leur expliquer déjà. Il faut leur expliquer ce qu'est ce virus. Et tout simplement les barrières, il faut réinsister, mais très simplement en montrant l'exemple. C'est pas très compliqué d'aller voir les gens et de réexpliquer dans les clusters où les gens à risque. Pour le moment, la durée de cette mission est de 3 semaines. Un prolongement de cette dernière n'est pas une hypothèse écartée par les autorités. Voilà, les réservistes n'ont pas encore commencé. Ils sont en isolement pendant 5 jours, le temps de recevoir les résultats de leurs tests. Je vous le disais en titre, c'est un numéro que vous connaissez tous maintenant, le 40 45 50 00, pour obtenir des informations sur le coronavirus. Comment fonctionne ce numéro qui reçoit jusqu'à 300 appels par jour? Quels sont ses moyens et surtout ses compétences? Élément de réponse avec Brigitte Olivier et Mirko Van Fou. Cette dame va très vite comprendre qu'ici, on ne reçoit pas le public. Les bureaux de la permanence téléphonique sont réservés, comment dire,
Eh bien, aux appels téléphoniques. Mais comme il règne encore un peu d'humanité en ces temps bousculés, une infirmière sortira gentiment quand même pour expliquer à cette dame qui veut prendre l'avion que son test n'est pas pris en charge. L'intéressée a du mal à comprendre. Mon médecin traitant m'a fait une ordonnance, mais ce n'est pas valable dans le sens où le test, si je viens de moi-même, le test coûte 25 000 francs. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est beaucoup trop cher. D'autres personnes ont des tests, tire l'arigot, tout le monde a des tests et là-bas, ce n'est pas payé. Des questions comme celle-ci, il y en a des centaines par jour et le 40, 45, 50, 00 est souvent saturé, surtout depuis que le nombre de cas a explosé. On a quand même une constante, mais oui, il y a de plus en plus d'appels et des appels qui sont vraiment axés sur les gens qui veulent un dépistage ou qui ont été en contact avec quelqu'un de positif. Adélaïde est l'une des 5 infirmières qui assurent une permanence 7 jours sur 7. La vocation de cette antenne est donc vraiment de conseiller les personnes qui souffrent de symptômes apparentés à la Covid-19 ou qui ont été en contact rapproché avec des porteurs identifiés. En ce qui concerne les cas en isolement atteints par la maladie ou en attente d'un résultat, pas de surveillance particulière, mais un suivi téléphonique. On leur dit juste de la conduite à tenir par rapport à leur isolement. Et s'ils ont des questions, ils peuvent rappeler évidemment la plateforme et on reprend l'appel. Mais le médecin valide le test valide le test qui a été préconisé par l'infirmière. Et s'il n'est pas d'accord, il rappelle la personne. C'est pareil, si la symptomatologie inquiète le médecin au niveau du BVS, donc du bureau de veille sanitaire, il va rappeler la personne pour s'assurer qu'elle va bien voir un médecin ou qu'elle va bien rechercher le soin. Le bureau de veille sanitaire compte donc en partie sur le bon sens des patients pour que la lutte antivirale soit efficace. Mais certains comportements constatés les semaines passées ont prouvé que le contrat de confiance passé entre les autorités de santé et la population est parfois sans valeur. Vous pouvez appeler aussi le 15 uniquement pour les urgences. Et puis, n'oubliez pas les gestes protecteurs comme le port du masque obligatoire et la distanciation physique. Pensez également à vous laver régulièrement les mains, tousser dans un mouchoir à usage unique et enfin, évitez de vous serrer la main. Au chapitre social maintenant, nous vous l'annoncions la semaine dernière, un préavis de grève générale lancé par l'intersyndicale au Haut-Orima CSTPF au Haut-Hay, déposé donc vendredi dernier, menace toutes les sociétés du Finnois où ils sont représentés. Les syndicats déplorent la gestion sanitaire de la Covid par les autorités. Cet après-midi, l'intersyndicale et le MEDEF ont été reçus par le haut-commissaire Dominique Saurin. Patrick Gallnon, merci d'être avec nous ce soir. Concrètement, cette rencontre a-t-elle été concluante pour vous ? Oui, je voudrais d'abord préciser qu'il n'y avait pas que le MEDEF, il y avait aussi la CPME qui était là, en la personne de M. Play. Oui, c'était une réunion de travail assez enrichissante avec M. le haut-commissaire. Qu'est-ce que vous avez obtenu concrètement ? En tous les cas, il nous a bien compris sur plusieurs points, notamment sur le port autonome, l'aéroport, parce que ce sont les deux entrées dans notre pays. Et si on contrôle beaucoup mieux ces entrées, à ce moment-là, on pourra arrêter la Covid et faire en sorte qu'après, on s'occupe à l'intérieur comment la maîtriser. Concrètement, ça sera plus renforcé alors les contrôles C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons, parce que vous voyez, je vais prendre un exemple, il y a quelqu'un qui arrive le matin à 6h et à 8h, on le retrouve au travail. Nous avons des dizaines de cas comme ça. Donc, ce n'est pas possible que l'on puisse continuer comme ça. Merci beaucoup, Patrick Gallnon, pour ces premières réponses. Et avant cette rencontre avec le commissaire, les syndicats Ormiati Aïmois s'étaient réunis au port de Motouta. Ils menacent de déposer, ils ont déposé leur préavis de grève vendredi dernier. Les précisions de Melissa Chong et Hiro Terorotua. Un préavis de grève générale est toujours en discussion entre les principaux groupes syndicaux du pays. Ils se sont d'ailleurs réunis ce matin. Ils revendiquent notamment la quatorzaine pour tous les ressortissants polynésiens, métropolitains et étrangers arrivant sur le territoire, mais aussi le contrôle systématique de la température des salariés, l'adoption du port du masque et l'utilisation du gel hydroalcoolique au sein même des entreprises. Je pense que le personnel aujourd'hui, le couvercle de la marmite bouge. Il ne part pas encore en explosion, ok? Mais nous n'allons pas attendre l'explosion de couvercle. On veut apaiser, c'est pour ça que nous, on a lancé ce mouvement-là pour dire aux salariés qu'on s'occupe d'eux. Du côté de la population, il y a ceux qui ont perdu leur emploi et d'autres qui pensent à la relance économique, mais tous ont un avis bien différent. On est en pleine crise sanitaire
Il y a beaucoup de monde qui ont perdu du boulot et ils veulent prévoir cette grève. Quand ils demandent la grève, font la grève, il y a quelque chose qui se passe. On ne fait pas la grève bêtement pour des trucs. Et moi, je suis d'accord. Nous, les Iliens, alors on commence déjà à se dire comment on va faire. Déjà pour l'avion, pour Air Tahiti, on a besoin de Air Tahiti. Donc quand ils commencent à parler de ces préavis-là, ça y est, nous, dans les îles, je parle, hein, pas encore ici à Tahiti. Après, on a déjà eu ces problèmes bien avant. On a déjà subi. Non, ça suffit. Hein. Quand tu regardes le pourcentage par rapport dans les autres pays, je pense quand même que chapeau hein, au niveau sanitaire. Hein. Mais au niveau économique, je pense que si on se met à faire une deuxième grève, ça va être pas bon pour les Polynésiens. Hein. Selon l'ISPF, les grandes entreprises du Fénois ont perdu 24% de chiffre d'affaires en juin 2020 par rapport à la même période l'an dernier. Si les négociations entre le pays et les groupes syndicaux n'aboutissent pas, la grève générale pourrait être appliquée le 8 septembre prochain. Vous êtes toujours avec nous, Patrick Galenon. Dans ce préavis de grève, vous demandez le renforcement des contrôles à l'aéroport, ce qui est déjà fait. Vous voulez aussi la quatorzaine stricte pour les nouveaux arrivants, ce qui est juridiquement contestable. Finalement, qu'est-ce qui socle cette grève générale non, que vous dites qu'au port, c'est déjà fait. Non, aujourd'hui, n'importe qui peut aller au port sans masque. À l'aéroport, je veux dire. Ah, à l'aéroport, oui. À l'aéroport, le problème, c'est ce que comme je vous le disais tantôt, quelqu'un qui arrive le matin à 6 heures, par avion, de l'extérieur, de métropole, d'Amérique et tout ça, on le retrouve à 8 heures au travail. Vous pensez que ça, c'est un contrôle? Non. Et vous nous dites que il faut au minimum que ces gens-là subissent un test PCR. Donc, on sait que l'Institut Malardé est limité par le nombre de tests qu'ils effectuent par jour. Et malheureusement, on retrouve ces gens-là dans la nature, à Carrefour, dans la ville. Et c'est pourquoi... nous avons aujourd'hui 511 cas, mais malheureusement, c'est pas près de finir. Hein. Pour vous, il y a eu clairement un laxisme venant de nos autorités? Il n'y a pas eu de laxisme, il y a eu une volonté de rouvrir nos frontières le 15 juillet. Entre le 15 juillet et aujourd'hui, le 20 août, il y a eu 8700 personnes qui sont arrivées dans notre pays. 8700 personnes, sachant que l'Institut Malardé peut faire seulement 250 tests PCR par jour. Pensez bien qu'on ne peut pas faire des tests à tous ces gens-là qui arrivent. Alors on dit qu'il y a un vrai problème. Est-ce qu'il ne faut pas multiplier les tests? Nous, c'est ce qu'on suggère. Multiplier les tests, faire en sorte que ceux qui arrivent d'abord de l'extérieur soient indemnes. Vous avez eu la confirmation comme quoi les tests seront multipliés? Nous, on veut toucher du doigt. Et alors c'est nous, en plus, qui disons au pays, il y a l'IFREMER qui peut faire des tests, il y a la clinique qui peut faire des tests, CHPF peut faire des tests. Pourquoi ils ne les font pas? Tout simplement parce que c'est probablement une question d'argent. Les patrons contestent cette grève qui risque de pénaliser lourdement une économie déjà fragilisée par la crise. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Les patrons étaient avec nous à la réunion de préparation avec monsieur le commissaire. Bien sûr, ils sont contre la grève, ils ne peuvent pas être pour, mais ils nous accompagnent dans tout ce qui est justement dysfonctionnement, tel que je viens de le prévoir. Les salariés qui sont suspectés d'être malades, suspectés, on les ramène à la maison. Autrement, l'entreprise est fermée. Et ces gens qui vont à la maison, qui les paye? Voilà. Puisque la CPS ne peut pas les payer, ils ne sont pas encore malades. Donc, ils restent normalement 14 jours minimum à la maison. Qui les paye, ces gens-là? Rien n'est prévu pour ces salariés-là. J'entendais à l'instant qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Mais vous savez, lorsque tout le monde sera malade, la grève elle sera de fait inutile, puisque nous ne pourrons plus travailler. C'est ça le vrai problème. 511 aujourd'hui, demain 520, 530, dans 10 jours, à combien nous serons? Merci beaucoup, Patrick Galenon, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et on retiendra donc que vous ne comptez pas en rester là. Si vous n'obtenez pas satisfaction, la grève générale sera effective donc dans une semaine, le 8 septembre exactement. Économie toujours avec une activité qui se développe. Je veux parler du recyclage de certains types de plastique, comme les poubelles ou encore des palettes usagées, qui jusqu'à présent ont été envoyées en Nouvelle-Zélande. La société Turaura, spécialisée dans la fabrication des citernes, a décidé de se diversifier. Aujourd'hui, elle redonne une seconde vie à certains déchets, donc. Nicolas Suir et Patrick Tsinsing.
Des poubelles, des palettes, des caisses de bière abîmées provenant de communes ou d'entreprises. Non, il ne s'agit pas d'un dépotoir. Ces matériaux en plastique attendent d'être recyclés. Tout sera réduit en poudre pour ensuite devenir des citernes d'assainissement, principale activité de cette société. Un déchet que l'on récupère, qui est mis dans un broyeur. Donc le broyeur va le récupérer directement là en haut, envoyer ça, une fois que c'est broyé, à l'intérieur de cette machine qui va descendre et passer dans les disques pour être micronisée. Donc on va la transformer en poudre. La poudre est ensuite introduite dans un moule chauffé à 250 degrés Celsius pendant plusieurs minutes. Pendant 15 ans, cette entreprise importait une poudre pour concevoir ses produits. Voilà 1 an et demi qu'elle a réduit ses achats de 50% grâce au recyclage de certains types de plastique. À ce moment-là, il y avait beaucoup de matières premières en plastique réformées qu'on pouvait éventuellement utiliser. Et donc on s'est un petit peu penché sur la chose et au fil du temps, nous avons trouvé un peu notre voie en se disant effectivement, avec cette matière première et après multiples essais, nous avons réussi à microniser le type de plastique qui pouvait convenir à la fabrication de nos citernes. Tous les plastiques ne sont pas recyclables aujourd'hui. Les bouteilles ou les sachets posent problème, mais la société ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, on est vraiment aux prémices de la démarche. Pour exemple, aujourd'hui, on fabrique une poudre qu'on n'a pas encore réussi à normer localement. Une poudre que l'on importe, elle est normée, elle a été testée dans le pays en question. Ici, c'est encore difficile, on manque de structure pour faire tous ces tests. Depuis le confinement, 1200 visières ont été fabriquées et vendues. Une fois cassées, elles pourront être recyclées ici. Le rêve de l'entreprise est de pouvoir réutiliser du plastique à l'intérieur du goudron pour refaire des routes, ce qui pourrait permettre le recyclage de bien plus de cette matière polluante dont on n'arrive pas à se débarrasser. Voilà, l'entrepreneur travaille actuellement sur d'autres types de plastique à recycler. Pendant que l'industrie redémarre doucement aux Marquises comme à Nukuhiva, l'activité touristique souffre toujours du manque de clientèle étrangère. Le salon de l'artisanat a été annulé. Les passagers en croisière sont moins nombreux. Fort heureusement, grâce à la politique des prix sur les vols internes, les professionnels peuvent encore compter sur la clientèle locale. Nous écoutons Jocelyne. Elle est au micro de Marie Curva. Je constate que la journée d'hier a été bien payante. 40 000 francs dans la journée pour quelques mamans, ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut le coup. Et ce sont plutôt des clients qui sont arrivés en vacances et aujourd'hui ils rentrent. Et la plupart du temps, c'est toujours comme ça se passe. Ce sont des clients soit qui viennent en pension, qui viennent acheter quelque chose, après ils rentrent le lendemain. On termine ce tour d'horizon dans les îles à Bora Bora avec une belle initiative ou plutôt un challenge pour lutter contre l'obésité. Une opération lancée par l'association BNB Guntaro pour aider les personnes en surpoids. Les participants qui ont versé 1000 francs pour leur inscription ont démarré leur programme de perte de poids la semaine dernière, ce qui n'est pas évident en cette période de crise de Covid-19. En tout cas, la motivation est bien là, comme en témoignent ces réactions recueillies par Rosanna Maïoutou. C'est important parce qu'on ne peut pas manger que des cochonneries, il faut manger des produits qui viennent de la terre. Qui vous a poussé à vous inscrire? Je suis passée voir Tia et puis elle m'a parlé du challenge. Moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est toujours important de bouger donc, et de faire bouger les gens. Plus on sera nombreux à bouger et plus on nous suivra. Et avec ce petit challenge, nous avons constaté que ça a beaucoup motivé surtout les personnes plus de 80 kg et à 145 qui sont venues s'inscrire aujourd'hui. Donc le but des gens, c'est pour la santé. Celui ou celle qui perdra plus de kilos récoltera la mise de tous les participants. Voilà, un esprit sain dans un corps sain. Et pour clore ce journal, on s'intéresse à la 22e édition du Festival du cinéma de la FOA en Nouvelle-Calédonie. 16 prix, dont celui du meilleur court-métrage, ont été remis à des productions calédoniennes sans invités étrangers en raison du Covid. Une soirée riche en émotions. Le reportage sur place de nos confrères de Calédonie la Première. Tonnerre d'applaudissements pour Lucas Clesen. À 19 ans à peine, il remporte le prix du meilleur court-métrage 2020 et le prix CNC Talent pour About Last Night. Intelligent, sensible, servi par de très bons comédiens, ce film aborde un sujet grave, l'alcoolisation et la violence chez les jeunes.
Bah ouais, non mais les gars, vous savez, j'ai pas donné beaucoup et puis je vais rester là. Non mais justement, on va pas les payer ces bouteilles. Quoi? Comment ça, vous allez pas les payer les bouteilles? Bah, on lui faut un petit coup de pression, on prend les bouteilles et on se casse. 2 prix également pour Cyriaque d'Anthony Pédula et Emmanuel Darman. Cette déambulation dans une clinique où monde visible et invisible se télescope a ému le jury. Ça fait longtemps que j'habite ici, et voilà, j'ai vu des choses un peu particulières. Et voilà, je voulais en parler, essayer de parler de la société calédonienne, mais d'une manière un peu différente, pas forcément folklorique. Parler des choses vraies, des choses qui peuvent toucher les gens, des choses un peu comme ce qu'il a dit, M. Cotra, des choses que les gens savent, mais qu'on ne montre pas forcément. Le prix d'interprétation revient à Siman Wenethem, très touchant et convaincant dans le rôle de Jimmy, jeune musicien à la dérive. Tu veux pas revenir? Tu connais mes conditions. Mais je te jure que... Je jure pas, s'il te plaît. Tu me fatigues. Je pense que je suis un peu comme toute la jeunesse du pays. On a une part d'ombre, on a une part de colère. Et moi, la danse et le slam, ça m'aide à la garder, à l'apprivoiser. Et quand on m'a dit, mais il faut que tu joues quelqu'un d'antipathique et tout, ben, c'est là. Dans la catégorie Jeunes Talents, le Nautil d'Or revient à Waouftag de l'association Jeunes Étoiles. Ce petit film d'animation présente de manière très originale le travail de la brigade anti-tag. La nuit venue, Chip recommence à taguer et le matin, il faut tout nettoyer et c'est chaque fois le même refrain. Le prix Movilis du meilleur très court métrage est décerné à Clara Nérac pour le choix de son empreinte. Le prix du meilleur clip à Nous de François Boucher. Ça fait plus fun. Oui, c'est fun. En tout, 16 Nautiles ont été remis hier soir. De l'avis de tous, tant sur le plan technique qu'artistique, les productions cinématographiques calédoniennes ont encore franchi un palier. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Les syndicats ont été entendus par le haut-commissaire Dominique Saurin. En attendant de rencontrer le pays mercredi, le préavis de grève générale déposé vendredi dernier pour une durée illimitée devrait être effective le 8 septembre si les négociations n'aboutissent pas. Et puis à la une de vos quotidiens, la dépêche titre pour la dépêche Tahiti Info, les syndicats contre la grève. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet